Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur A Night in Tunisia de Didi Gillespie. Ce morceau, il a une caractéristique, c'est qu'il a 4 mesures de stop chorus. 4 mesures que Charlie Parker a magnifiées. Alors je me suis dit que pour travailler différemment des autres vidéos que j'ai fait, là j'allais travailler directement sur le stop chorus. On va travailler directement sur le stop chorus pour trouver des solutions pour s'habituer à ces 4 mesures, à entendre ces 4 mesures, et ensuite à les lier au reste du morceau. Donc ce que je vais faire, c'est pour la première fois jouer le thème en entier et jouer le stop chorus avec des phrases de Barry Harris, c'est-à-dire les phrases qui font vraiment sonner les accords, et ensuite j'enchaîne avec le premier A. Comme ça, on entend vraiment la durée des 4 mesures. Donc je vais faire plein de phrases sur le stop chorus qui se servent des 2 accords qu'il y a sur le stop chorus. Et ensuite, je montrerai aussi comment on peut ne penser qu'un seul accord sur le stop chorus. Alors on y va. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà, donc là j'ai fait le stop chorus plus le premier A. Donc ce que je vous invite à faire aussi, c'est jouer un stop chorus. Là vous aurez le choix de plein de stop chorus. Jouer le A 2 fois, et ensuite si vous alignez les partitions, comme vous pouvez le voir sur la photo, vous pouvez carrément enquiller toute la grille. Alors maintenant, deuxième stop chorus. Troisième stop chorus. Quatrième. 1, 2, 1, 1, 1. Voilà, maintenant on va connecter le stop chorus au A, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'arrêt entre les deux. 1, 2, 1, 1, 1. Pardon, 1, 2, 1, 1, 1. Un, deux, un, un, un.
Voilà, vous avez vu pour celui-là que j'ai pris le temps au début, j'ai pas enquillé direct. Et que pour la suite du solo, je prends vraiment le temps d'installer les notes et le rythme. Là, sur la phrase que je vais proposer maintenant, c'est le 8e stop chorus. Là, on enchaîne en fait la lance, l'interlude et le stop chorus. Et là, j'utilise un seul accord. C'est-à-dire que là, je vais utiliser je fais comme s'il y avait un accord de dominante et j'utilise la gamme demi-ton-ton. Et ça, on le verra tout à l'heure. 3, 4. Voilà. Alors, il y a une alternative pour celui-là, pour les plus forts, c'est de faire dans le suraigu à l'arrivée. Bon, là, il faut être fort dans les suraigus. Donc maintenant, une autre astuce. Là, j'utilise que la gamme pentatonique, la pentatonique de sol majeur, qui est aussi la pentatonique de mi mineur, et le morceau est en mi mineur, ça tombe bien. 1, 2, 1, 1, 1. Voilà, ça c'est vraiment le genre de phrase que j'adore. Parce que la gamme pentatonique, ça permet vraiment de faire des phrases extraordinaires. Le truc, c'est qu'il faut réussir à la développer. Et dès qu'on la développe, on écarte les notes les unes des autres. Et ça fait des phrases assez alambiquées, on va dire. Mais c'est vraiment une super phrase. Alors, dernière phrase pour les stop chorus. Là, carrément, je considère à nouveau que c'est juste un accord de dominante et je vais me servir de la triade de la dominante et du triton. 1, 2, et ça, je vais m'en servir aussi sur les A. Voilà. Donc là, je vous ai fait tous les stop chorus que je vous propose, plus les A. Alors, si on met les partitions comme sur la photo, si on aligne les parts comme ça, on peut jouer pratiquement tout le morceau. C'est-à-dire que sur les A, on peut répéter les A. Vu qu'il y a un A par ligne, si on prend 3 lignes, on a le premier A, le deuxième A et le troisième A. Et c'est ce que je vais montrer maintenant. Alors maintenant, ce que je vais faire, je choisis un stop chorus, je choisis un A, même plusieurs pour qu'ils soient différents. Je choisis les B que je vais jouer, parce que sur les B, c'est pareil, on a plein de propositions. Et j'enquille toute la grille. Voilà, et du coup, ça peut carrément être un jeu de mettre toutes les partitions comme ça, les unes à côté des autres, et de faire plein de solutions. Allez, une dernière pour le plaisir.
Voilà, donc du coup, à vous de retrouver par quelle ligne je suis passé. Voilà. Donc je vous ai écrit quelques relevés de stop chorus. Alors j'ai fait Stan Getz, Dexter Gordon, Joshua Redman, Sonny Rollins et Charlie Parker. Donc celui de Stan Getz, ça va, il est assez classique, mais il met tout de suite une couleur blues et ça, je trouve ça super intéressant. 1, 2, 1, 1, 1. Voilà, et après, il continue son chorus en faisant très blues. Voilà, Dexter, il utilise beaucoup en fait la gamme altérée ou la gamme demi-tonton. Alors, le stop chorus de Joshua Redman, je ne suis pas sûr de réussir à jouer parce que c'est compliqué. C'est une vidéo où il est très jeune, où il a genre 20 ans et il déboule un truc incroyable. Bon, j'ai réussi à le jouer, j'ai eu de la chance. Le stop chorus de Sonny Rollins, là, c'est vraiment super en trio avec Elvin Jones. Live at the Lighthouse. Non, n'importe quoi. Live at the Village Vanguard. 1. 1. 1. Voilà, et enfin, celui de Charlie Parker, mais je peux pas le jouer parce que c'est soit trop grave pour le saxophone ténor, soit trop aigu. Là, on va étudier juste le pont. Donc, ce qui est intéressant sur le pont, c'est que c'est pratiquement 2 fois la même chose à un ton d'intervalle. Alors, pratiquement, parce que le premier 2/5, c'est une résolution mineure, et le deuxième 2/5, c'est une résolution majeure. Donc, suivant les versions, soit c'est des 2/5, le premier allant sur le mineur, et le deuxième mineur mais allant sur le majeur, soit l'autre version c'est le premier 2/5 est vraiment mineur et le deuxième 2/5 est vraiment majeur. C'est-à-dire que sur le deuxième 2/5 on ne jouerait pas la bémol 5. Donc j'ai mis les deux versions possibles. Et de toute façon, ce qui est intéressant encore une fois, c'est que d'oreille, des fois sur les 2/5 majeurs, on peut très bien jouer comme si c'était un 2/5 mineur, du moment qu'on résout de la bonne façon. C'est-à-dire que vous verrez sur les exemples que je vais jouer, que sur le 2/5 majeur, par exemple, le 2/5 qui est réjoui en majeur, et ben moi, le 2/5, je le fais mineur avec une bémol 5, et je réjoue évidemment en majeur. Voilà. Deuxième possibilité sur le pont. 3, 4. Donc là, il y a vraiment deux idées radicalement différentes. La première, c'est vraiment une idée rythmique très mélodique. Et la deuxième, une idée harmonique où je descends pratiquement par tierce mineure ou par tierce. Et ça, c'est une super idée, ça marche. Ça fait des super phrases. Alors, on continue. 3, 4. Voilà, là, c'est vachement intéressant parce que les deux phrases, c'est pratiquement les mêmes, mais on change juste les notes. Par exemple, la note d'arrivée sur le deuxième 2/5, elle est majeure, donc je l'ai changée. Et la quinte sur le premier 2/5 est bémol, et sur le deuxième 2/5 est juste. Donc je joue finalement, je transpose la phrase, c'est
quasiment la même, je change juste 2 notes pour que ça aille avec les couleurs des accords. Alors une phrase que vous connaissez bien, 3, 4. Bon, voilà, ça c'est classique, ça marche à fond, ça fait entendre l'harmonie, tout ce qu'on veut. C'est une super phrase. On continue. Voilà, deux phrases qui utilisent pratiquement les mêmes éléments. Alors vous avez pu remarquer que je comble pas l'espace complètement. Moi, je pense qu'il faut vraiment des moments pour respirer. Il faut faire résoudre les phrases et absolument respirer, que l'auditeur ait le temps aussi de se régaler de la phrase. On continue. On continue. 3, 4. Voilà. Donc là, par rapport à ces phrases-là, j'utilise un peu de mon savoir, c'est-à-dire que vu que là, le deuxième de 5, je ne le fais pas forcément avec la bémol 5, et ben, je vais altérer quand même le 5e degré et du coup jouer des phrases du triton. Ça, on va le voir juste après. Voilà, et je vais reprendre maintenant une phrase qui a la même construction que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je vais partir de la tonique et je descends en tierce. Suivant les notes que je veux mettre en valeur, à ce moment-là, soit je reste avec, avec des phrases symétriques qui descendent en tierce, soit je change un petit peu. Voilà, sur la première phrase, c'était vraiment que en tierce. Et sur la deuxième phrase, il y a un moment, je veux faire sonner la tierce de l'accord de résolution. Donc là, au lieu que ma marche harmonique elle soit en tierce, 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 là tout d'un coup, il y a juste un ton. Ça fait... Voilà. Alors, maintenant, on va parler du mode back. Le mode back, c'est vraiment un truc que j'adore parce que on joue le cœur des accords. Le cœur des accords, pour moi, c'est tonique, quinte et tierce. Et on fait sonner l'harmonie comme ça. Et ça sonne vraiment comme de la musique classique. Et c'est vraiment super beau parce que ça nous permet d'entendre vraiment l'harmonie. Alors, on y va. 3, 4. Voilà, moi je trouve ça super parce que ça fait vraiment entendre l'harmonie et c'est très très agréable à jouer. Alors ensuite, il y a une petite subtilité dont je voulais parler, que j'ai appris vraiment en allant voir Barry Harris, c'est que les accords demi-diminués, c'est comme des accords de dominante, les accords de dominante, c'est comme des accords diminués. Et pourquoi penser de cette façon-là? Parce que en fait, au lieu d'avoir cette marche harmonique, eh ben, on a une marche de cet acabit. Et ça, c'est un truc qu'on entend souvent en classique, c'est-à-dire que plutôt que de jouer des 2-5-1, on utilise d'autres basses, mais qui sont tout aussi logiques.
Donc, un accord demi-diminué, c'est comme si on avait un accord de dominante où il manquait la tonique. C'est-à-dire, si on a si demi-diminué, en fait, la tonique, c'est sol. Sol, si, ré, fa. Donc, notre accord de dominante, ça sera sol 7. Ensuite, on a, là, je parle de 5 mineurs, donc si, mi, la. Donc, le mi 7, l'accord diminué qui va avec le mi 7, c'est sol dièse. Et donc, la résolution, la. Et on a plusieurs accords qui se suivent, qui sont très logiques. Sol, sol dièse, la. Et ça donne... Voilà, ça donne vraiment quelque chose de très très logique. Et c'est vrai qu'au début, on peut trouver ça bizarre de changer un accord demi-diminué par un accord de dominante, mais quand on travaille dessus, quand on s'habitue à ce concept-là, ça devient d'une logique absolue et c'est vraiment super parce que du coup, ça va nous faciliter la vie pour plus tard pour jouer les accords de demi-diminués. Voilà, on continue. Alors maintenant, on va travailler sur quelque chose que j'ébauche ici, c'est le flow, c'est-à-dire le débit. Avoir du débit, c'est-à-dire jouer dans une tonalité et avoir un débit qui fait qu'on a l'impression qu'on est en train quand même de jouer de l'harmonie. Et ça, c'est possible avec les gammes majeures diminuées ou mineures diminuées. Le morceau qu'on étudie là, il est mineur. Pour moi, c'est mi mineur, donc je vais jouer la gamme de mi mineur diminué. Alors, qu'est-ce que c'est la gamme mi mineur diminué? C'est un rapprochement de la gamme mineure harmonique et de la gamme mineure mélodique. On joint les deux gammes ensemble. Alors, si je joue la gamme mineure harmonique, la gamme mineure harmonique, elle sert à faire sonner le 5e degré, et la gamme mineure mélodique, elle sert à faire sonner le 1er degré. Si je mélange les deux gammes, à ce moment-là, par moment, on va entendre le 5e degré, et par moment, on va entendre l'accord de résolution. Alors ça, c'est un travail qu'on peut vraiment faire à l'oreille, parce que notre oreille, elle est habituée à ce genre de son, et en travaillant avec cette gamme-là, on peut créer du flow, créer des phrases qui sonnent harmoniquement. Alors vous allez voir, déjà, j'ai marqué quelques petits exercices, en tierce par exemple. Non, d'abord, on va la faire normalement. Voilà. Donc là, on se la met bien en tête. Ensuite, en tierce. Voilà. En triade. Voilà, il faut vraiment s'habituer à ce son-là. Comme si je jouais les A de Night in Tunisia. La seule chose que je fais, c'est que je pense que à l'accord de tonique, pour moi, à mi mineur. Voilà, donc ça là, c'est vraiment des exemples. C'est des exemples pour que vous enregistriez du son et qu'ensuite vous cherchiez des phrases à votre gré. C'est-à-dire que je sais que je commence sur l'accord de dominante et que je résous sur l'accord de tonique. Donc je vais choisir une des notes de l'accord de dominante. Par exemple, l'accord de dominante pour moi, c'est Si. Donc je commence par Si. Et je me balade avec donc ma gamme mineure diminuée et j'essaye de résoudre. Voilà, c'est vraiment un exercice qu'on fait d'oreille. Par moment, on va voir qu'entre deux notes, il faut mettre un chromatisme. Voilà, on continue. Alors, faire sonner le triton maintenant. Alors, pourquoi faire sonner le triton? Parce que, en fait, les deux accords qu'on a sur le morceau, finalement, c'est le triton de l'accord de dominante et l'accord de résolution. Donc, pour moi, l'accord de dominante, c'est Si, donc le triton, c'est Fa. Alors,
là, je vais un peu rentrer dans quelques détails, mais ça, à force d'entendre ce genre de propos, on enregistre l'information. Alors, mon accord, c'est Fa7 pour moi. Et mon accord Fa7, il a un accord de deuxième degré, c'est Do. Donc je prends les 4 premières notes de Do. Voilà. Mon accord de triton, c'est Si. Si dominant. Et cet accord-là, il a un accord mineur, c'est Fa dièse mineur, Fa dièse Si. Donc je prends les 4 premières notes et je combine les deux accords mineurs. Alors par exemple, Do mineur et Fa dièse, ou Fa dièse et Do mineur. Donc c'est exactement les mêmes notes, c'est juste que c'est à l'envers. Et ça nous donne la gamme qui s'appelle gamme diminuée inversée ou gamme demi-tonton. Elle va nous permettre de faire ensemble des super phrases parce que cette gamme-là, elle est équilibrée. C'est-à-dire que les molécules qui forment la gamme sont exactement placées de façon symétrique. Voilà, donc là, c'est quelques exemples d'utilisation de la gamme. Après, je vous montre quelques développements symétriques. Alors évidemment, je fais toujours une résolution à la fin parce que ce qui est important, c'est de jouer cette gamme-là et de mettre une résolution pour entendre une phrase qui a un début et une fin. Alors, moi, mes développements symétriques sont assez courts, mais on peut les faire beaucoup plus longs. Etc. Et moi, la phrase que j'ai écrite, voilà. Parce que ce qui est important aussi, c'est vraiment d'utiliser du matériel pour en faire des phrases qui ont un début et une fin. Voilà, donc vous pouvez encore une fois vous entraîner à trouver vous-même des phrases comme ça. Alors on continue, et là je vais parler aussi d'un truc que j'adore. C'est une phrase que j'adore, c'est le Do mineur du triton. Alors, la tonalité du morceau, pour moi, c'est Mi mineur. Le degré dominant de Mi mineur, c'est Si7. Donc le triton de Si7, c'est Fa7. Et Fa7, c'est un accord de dominante, et il a un degré mineur qui va avec lui. Son Do mineur, c'est un Do mineur avec une septième majeure. Comme c'est un mineur mélodique, en fait. Donc si vous avez la part sous les yeux, ça sera beaucoup plus facile à comprendre. Mais en tout cas, ça, c'est la gamme altérée. Ce qu'on appelle la gamme altérée, en fait, finalement, c'est le Do mineur du triton. En commençant évidemment par la tonique de la dominante. Alors, ça va nous donner ce genre de phrase. Alors, je finis la plupart du temps sur le Si parce que vraiment cette gamme-là, elle appelle la note Si. Et en fait, le Si, ça va être une note qui va nous permettre de résoudre. Voilà, c'est un peu comme si on avait à nouveau c'est la tonique de la dominante et qu'il fallait continuer pour trouver une nouvelle phrase. Et c'est intéressant d'utiliser cette phrase, ce son-là, parce que du coup, on a un son qui ne résout pas toujours. Ça fait des phrases où on a l'impression que ça va résoudre, mais pas vraiment. On reste toujours sur une même couleur. Et ça peut être vraiment intéressant, encore une fois, pour jouer tout le A de cette façon-là.
Alors, maintenant, je vous ai mis des phrases pour résoudre. Alors, sur les accords mineurs, quand on est dans une tonalité mineure, la plupart du temps, l'accord de fin, c'est un accord mineur 6-9. Est-ce que je vais bien le faire? Voilà. Ça, c'est vraiment un accord qu'on entend souvent. Et du coup, il va falloir s'entraîner à jouer des phrases qui font sonner cette couleur d'accord. Donc là, je vous ai mis plein d'exemples. Ça, c'est le meilleur exemple. Alors, si je joue l'accord et que je fais sonner les phrases, voilà, ça va parfaitement. Donc la plupart du temps, je finis par la sixte, parce que la sixte, sur un accord mineur, c'est vraiment une note de résolution, mais il faut s'habituer à l'entendre. Si on sait que la sixte, c'est une note de résolution sur un accord mineur, mais qu'on ne s'entraîne pas à le faire, on aura du mal à entendre que c'est une note de résolution. Et la 9, voilà, ça c'est vraiment la phrase magique. Alors ensuite, je vous ai mis des exemples de stop chorus pour Stan Getz, Dexter Gordon, Joshua Redman, Sonny Rollins et Charlie Parker. Donc là, vous pourrez écouter les disques qui y correspondent, comme ça vous pourrez entendre les versions des morceaux avec ces super-héros. Et vous verrez qu'ils font tous un peu différemment, qu'ils utilisent vraiment qu'ils utilisent le son différemment, je dirais. C'est-à-dire que Getz, ça va par moment être une couleur plus blues. Dexter, ça va être plus avec la gamme dont on a parlé tout à l'heure, la gamme un peu altérée, enfin, pas un peu, la gamme altérée. Solo de référence, parce que moi je trouve ça très important de travailler sur un solo de référence. Un solo de référence, finalement, c'est un solo dans lequel tout ce dont j'ai parlé pendant tout le cours, et bien là, je mets tout dedans. Voilà, il y a juste une chose dont on n'a pas parlé, c'est le blues. Enfin, on en a un tout petit peu parlé, j'ai pas mis beaucoup de phrases avec des exemples, mais on peut utiliser sur l'IA de Night in Tunisia la couleur blues, et vous verrez que c'est à la fin du solo de référence, c'est ce que je fais. Alors on y va. Voilà pour le solo de référence. Et maintenant, je vais terminer avec un dernier solo que je vais inventer sur le coup. 3, 4.
Voilà, ce cours est terminé. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.